C'est Louis XIV qui disait que l'État, c'est moi. Oui, en fait, c'était ça. Le roi, c'est le pays. Oui, on ne voulait pas de ça. Jean-Jacques Dessalines ne voulait pas de ça parce que le pays, dans sa tête, c'est les gens. Faire marcher le pays, c'est donner aux gens tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'accomplir. Que nous avons parlé de l'avènement de l'Empire, on avait dit que l'Empire était, avant même sa présence dans le monde. Au contraire, c'est parce qu'il était que sa présence dans le monde se présente comme une manifestation. C'est la manifestation de quelque chose. Ce qui est à l'origine de toute chose, nous le savons, c'est notre Dieu, bon Dieu. En pensant à l'être monal, il pense aussi à sa façon de non pas se définir, mais s'accomplir. Et cette façon, l'Empire, ça me fait penser à Sa Majesté tout de suite après la proclamation de la grande unité du pays qui vient de naître. On a demandé à Jean-Jacques Dessalines de constituer ce pays en empire. La première réaction, empire, c'est un terme que les Européens utilisent beaucoup et je ne pense pas pouvoir adopter ce terme puisque ma vocation s'oppose à celle des Européens, européennes. C'est moi qui dis européenne parce que à cette époque-là, nous l'avons vu hier, les femmes étaient tassées parce qu'elles étaient jugées presque inutiles. Donc, c'était des hommes masculins qui avaient le contrôle de tout. Mais on sait qu'il y a toujours des femmes qui voulaient prendre leur place sur l'échiquier politique, à tel point, je vous l'ai dit hier, que Emmanuel Kant, l'allemand, disait lorsqu'on voit Madame X parler savamment, tout ce qui lui manque, c'est une barbe. Vous voyez? Fin de la citation. C'est pour dire que il y a toujours des femmes qui n'ont jamais accepté cette conception que les hommes masculins ont d'elles. Alors, Jean-Jacques Dessalines a dit non, on ne va pas instituer un empire.
bien, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce pays? Parce que le pays n'était pas encore défini. On a tout simplement proclamé sa grande unité, c'est-à-dire qu'il n'a rien, il n'a pas de compte à rendre à aucune autre puissance. Ça va être d'ailleurs le premier article de la Constitution impériale. Le 25 janvier 1804, on est revenu avec cette idée impériale. On a dit à Jean-Jacques Dessalines, depuis la naissance du pays, c'est le pays n'est pas né là le 1er janvier 1804. Le 1er janvier 1804, on a présenté l'administration du pays. Le pays est né le 29 novembre 1803. C'est ce jour-là que Jean-Jacques Dessalines a proclamé la naissance du pays d'Haïti. Alors, on a commencé à tenter de l'amener vers l'Empire. Alors, le 25 janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines a reçu une lettre, maintenant, signée de plusieurs personnes, une lettre qui le nomme empereur du pays. Et on a dit que c'était la volonté du peuple qu'il se constitue un empire. Alors, Dessalines a dit, ben, puisque c'est comme ça, qu'est-ce que je peux dire? Et dans cette lettre, on lui a aussi demandé d'organiser ce pays éternellement. Il a dit, ben, je me plie à la volonté du peuple. Mais il allait prendre son temps. Oui. Il va proclamer l'Empire le 2 septembre de cette même année. Vous voyez tout le temps qu'il a pris, mais il a écrit une lettre pour dire que c'est d'accord. Donc, depuis ce temps-là, on est dans un processus impérial. Qu'est-ce que Jean-Jacques Dessalines va faire? On ne sait pas, mais il a dit une chose dès le départ, que cet empire sera constitué en famille. Et lui, en tant qu'empereur, il sera le père de cette famille. Pourquoi a-t-il refusé au départ? La raison principale qu'il a donnée, il dit, ma vocation est de faire un pays pour les gens. Alors qu'en Europe, les gens font des pays pour eux-mêmes. Vous voyez la contradiction entre les deux. Le roi, c'est Louis XIV qui disait que l'État, c'est moi. Oui, en fait, c'était ça. Le roi, c'est le pays. Mais on ne voulait pas de ça. Jean-Jacques Dessalines ne voulait pas de ça parce que le pays, dans sa tête, c'est les gens. Faire marcher le pays, c'est donner aux gens tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir s'accomplir. On a vu
lorsque nous avons parlé de la monalité, que la constitution interne des gens était en mouvement, elle communiquait des mouvements aux gens. Les gens n'avaient n'avaient rien, n'avaient peut-être pas, c'est pas une bonne façon de dire. Les gens n'ont rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Au contraire, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'eux qu'ils doivent exécuter. Cette chose, c'est eux. Ils n'ont aucun pouvoir. Par exemple, si on passe à côté d'un pommier et que l'objet extérieur, par sa communication avec la constitution interne, voyez, produit un mouvement à l'intérieur de nous, ben, ce n'est pas nous qui avons voulu ça. Nous constatons, ça ne veut pas dire qu'il y a d'un côté nous et de l'autre la constitution interne. Ce que j'entends par là, c'est que la conscience de nous-mêmes, la conscience que nous avons de nous-mêmes n'est pas à l'origine de cette mise en mouvement. Oui? Nous sommes entrés en mouvement et notre conscience nous dit « Ah, nous sommes en mouvement ». Quand on reçoit la communication, puisque nous sommes dotés des capacités pour entrer en mouvement et pour aussi répondre au mouvement, vous voyez, c'est ce que nous appelons la pensée. Il y a eu une question récemment, pourquoi pensons-nous? Ah ben c'est ça, c'est la constitution interne qui fait tout ça. Et lorsque nous prenons en charge ce qui se manifeste à l'intérieur de nous, c'est encore notre constitution interne qui nous pousse à le faire. Et ce que nous faisons, c'est l'acte de penser. Déjà dans l'image de la pomme que nous avons dans notre conscience, c'est une pensée. Mais cela s'est fait instinctivement, sans notre aide. La Constitution s'exprime de cette façon. Alors, quand on reçoit la communication, eh bien, on réagit, on prend le message, on travaille là-dessus et on l'exécute. C'est ça que les gens ont besoin à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un espace, d'une organisation pour pouvoir prendre en charge ce qui se manifeste à l'intérieur d'eux. Même si c'est la faim, même si c'est la soif, comment on côtoyer quelqu'un, vous voyez, il y a plein de choses. Là, c'est ça que nous appelons l'Empire. C'est ça que Dessalines va appeler l'Empire. Et c'est aussi ça, cette activité qui diffère l'Empire dessalinien de Toya dessalinien ou l'Empire ancestral
de l'Empire européen, parce que l'Empire ancestral a la responsabilité d'écouter ce que disent les gens, parce que c'est leur constitution qui est en marche, et de créer l'espace nécessaire pour qu'ils puissent s'accomplir. C'est ça la manifestation extérieure. Et l'image que Jean-Jacques Dessalines utilise pour décrire cette responsabilité, c'est la famille. Pourquoi la famille? La famille est le lieu où, chez nos ancêtres, bien sûr, ailleurs, on le fait aussi, mais en Europe, ce n'est pas la même chose. On l'a vu, le père de la famille est le chef de la famille. Wow. La famille ancestrale, c'est une famille mounale. Ce n'est pas une famille homale, là où il y a une hiérarchie, un boss, un maître. Non. C'est une famille où le père a la responsabilité de veiller au blaise, c'est-à-dire bien-être mounal, de chacun, chacune. Jacques Dessalines lui-même a dit, un souverain puissant est un souverain qui arrive ou qui parvient à satisfaire le peuple. C'est pas lui, c'est pas son pays à lui. Il l'a fait advenir le pays pour les gens. C'est ça, sa vocation. Alors les gens doivent être satisfaits de ce pays. Et puis alors, ce qui revient à l'empereur, c'est la puissance, c'est la grandeur. Vous voyez? Ce sont les gens qui sont à l'origine de la puissance, de la grandeur de l'empereur. Ça veut dire grandeur ou puissance ici, c'est toujours pas comme en Europe. C'est plutôt la manifestation d'un travail bien fait. Ce sont les gens. Tout est centré sur les gens. On se souvient de ce qu'il disait aux hommes de couleur qui voulaient instituer une classe distincte de la population, la noblesse. Vous voyez, eux, leur modèle, c'est l'Europe. Puis Jacques Dessalines a dit, wow, 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 wow. Attention, s'il doit y avoir un noble, eh bien c'est moi. Tous les gens sont sous le même pied d'égalité. Alors non, je ne vais pas créer une classe au-dessus des gens. Ce serait absurde. Vous voyez la tentation d'intégrer l'humanité dans un pays dont l'origine est dans notre Dieu.
Il a refusé carrément. Un peu plus tard, en fait quelques jours plus tard, parce que tout ça s'est passé entre 29 novembre 1803 et janvier 1804. Eh bien là, les gens ont présenté de faux papiers, toujours ces mêmes gens qui voulaient être différents des autres, pour dire que, bon, étant donné que nos pères sont des blancs, notre mère, c'est sûr que c'est une négresse, mais nos pères sont des blancs, eh bien, nos pères, avant de partir, parce qu'ils prévoyaient que ça allait mal tourner, ils nous ont remis en héritage tous leurs biens. Ça fait rire. La colonie, dans la colonie, toutes les terres appartiennent aux colons. Ces colons ont donné un tiers aux hommes et femmes de couleur. Alors, il reste 2 tiers. Et voici que ces gens arrivent pour dire qu'ils ont un papier d'héritage. Les 2 autres tiers. Vous voyez l'humilité. C'est très important de souligner ce tact au mal. Alors, qu'est-ce qui arrive? Essayons de regarder la situation. Les Blancs, majoritairement, sont partis, parce qu'il y a quand même une partie des Blancs qui est restée et qui s'est jointe à Dessalines pour combattre la France. Et ces Blancs-là qui ont choisi le camp de Dessalines s'étaient toujours montrés très souples vis-à-vis des nègres et négresses. Donc, ils agissaient presque contrairement à la pensée coloniale. Alors, on voit les terres entre les mains des hommes de couleur qui ont toujours soutenu la pensée coloniale et qui ont promis pendant la Révolution française, il y avait des réunions à droite et à gauche, ils sont allés là-bas pour présenter leurs doléances et ils ont promis leur aide aux Français pour pouvoir maîtriser les nègres et négresses. Pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres blancs qui disaient, écoutez, là, vous êtes des nègres et négresses comme les autres. Vous n'avez rien à faire dans la colonie. Là. Les biens que vous avez, c'est une transgression des droits de l'homme et aussi de la divinité. Ces gens-là ne voulaient rien savoir de cette classe-là. C'est la raison pour laquelle qu'ils ont délégué des gens pour assister aux réunions et là, ils ont promis leur aide aux Blancs pour nous dominer. On voit déjà dans leur demande à Dessalines comment sont-ils construits. Ce sont des esclavagistes.
au même titre que les Français. Alors, les voici qui s'emparent de toutes les terres, ou presque. Parce que les Blancs qui marchaient avec Dessalines en avaient aussi. Donc, exception faite de ce qui leur appartenait. Ils voulaient quoi? Un pays qui ressemblait, comme on dit en haïtien, tête coupée à l'esclavagisation, puisque les nègres et négresses se retrouveraient les mains vides. Ils feraient quoi pour vivre? Ils travailleraient pour eux. C'est pour ça que Dessalines a répondu, premièrement, je trouve ça drôle. Lorsque les Français étaient là, on ne parlait pas de paternité. Puis là, maintenant, ils ne sont plus là. Puis, ils ont des enfants, plein d'enfants. La bataille, la résistance que nous avons menée contre les Français, la victoire que nous avons obtenue, alors, c'était pour vous. Voyez bien, ça c'est très important, tout ce que je dis, parce que ce sont ces gens qui vont être à l'origine de la République. Alors, Céline a dit, tout vous appartient, vous en avez besoin pour vivre, c'est sûr. Mais n'oubliez pas que c'est un père de famille. La famille qui est l'Empire, qu'il a accepté de fonder. Il dit, dites-moi, ceux et celles dont le Père est au les frais, de quoi vivront-ils? Ouais, c'est sa responsabilité d'assurer de quoi vivre aux gens qui constituent le pays. Il a pris leur défense. Il a dit, nous avons tous et toutes combattu. Ce que cela rapporte appartient à tout le monde et doit être séparé à part égale. Donc, c'est aussi sa responsabilité de leur donner de quoi vivre. Parce que jusqu'à date, ils font partie du pays. Mais on va tout partager. Et ce pays, lorsque Dessalines a reçu la demande de construire ce pays éternellement, on lui a dit que c'est un seul qui a mené la bataille. Quand on dit un seul, il n'était pas tout seul, parce qu'il y a plusieurs gens, en fait, presque tous les gens lui ont demandé de prendre la tête de la résistance. Alors, il est celui qui a mené le combat. Et d'après la lettre, on dit qu'il doit être aussi celui qui assure l'éternité
du pays. Il dit une seule personne. Non, personne, j'aime pas. Un seul être. Et il a bien fait. Il a dit que l'Empire est éternel. Pourquoi? Il y a une partie qui est notre être, notre constitution interne. Alors cette partie-là est dans l'éternité. C'est la volonté divine qui est à l'origine de cela. Il y a une partie, c'est celle que nous avons érigée pour le processus d'accomplissement, c'est-à-dire pour devenir, pour être accompli. Je voulais dire la perfection. Oui, je peux le dire parce qu'on a posé la question. Pour la perfection de l'être, c'est-à-dire que la façon dont l'être fonctionne à l'interne, eh bien, l'Empire fonctionne de cette même façon. Les gens, ce qu'ils sont à l'interne, ils le sont à l'externe, c'est-à-dire le monde sensible. Puis c'est là la perfection, l'accomplissement. C'est ça son travail. Et on a dit aussi pour cette éternité sensible, tout est centré sur Dessalines. C'est lui, il dit premièrement, sa monité est inaccessible. Ça veut dire que sa monité se trouve aussi dans l'éternité. Il dit, ça poursuit, et il y a son physique, et son physique est intouchable. Il en est ainsi pour le couple impérial, l'impératrice et l'empereur. Ça, c'est dans la Constitution. Et qu'est-ce que l'empereur a fait? Jean-Jacques Dessalines avait plusieurs enfants avec plusieurs partenaires. L'impératrice, avant même d'être impératrice, avait demandé à Jean-Jacques Dessalines, avant même leur union, de reconnaître ces enfants-là, ce que Jean-Jacques Dessalines a fait. Une fois devenu empereur, l'empereur maintenant a aussi reconnu les enfants de Dessalines. Vous voyez le passage de Dessalines à l'empereur. Parce qu'il s'agit du physique de Dessalines. Sa famille génétique constitue ce physique-là qui doit perpétuer Jean-Jacques Dessalines. C'est pour ça que l'empereur avait reconnu les enfants. L'empereur les a intégrés dans le système comme gage. Et ça va encore plus loin. On dit que celui qui doit succéder à l'empereur doit être nommé par l'empereur. Donc Jean-Jacques Dessalines va nommer, et celui que Jean-Jacques Dessalines nommera,
quand viendra le temps de quitter, nommera aussi, voyez, il n'est pas obligé de choisir un membre de sa famille génétique, voyez, parce que c'est dans la pensée impériale. C'est ça qui importe. C'est ce qu'il avait répondu aux gens. Il a dit que les gens qui auront des distinctions, c'est à cause de leur travail pour le maintien de l'Empire. Tout est centré sur le maintien de l'Empire. Donc, il peut choisir qui il veut. Mais l'Empire est et demeure enraciné en Dessalines. Et à travers sa progéniture, rien ne changera. Il sera toujours. Parce que l'Empire est ainsi constitué. Et ce que Dessalines a fait, il a choisi son fils, Jacques Dessalines, pour sa succession. Jacques Dessalines, il paraît, était aimé de plusieurs. On lui a donné un petit surnom, Jacques le Bien-Aimé. Vous voyez ce que l'empereur a fait? Il a dit Jacques Ier. Il se nomme Jacques Ier. La place est libre à son fils, qui sera Jacques II. Je le dis, il n'est pas obligé de choisir un membre de sa famille. C'est lui-même qui l'a dit et il l'a intégré dans la Constitution. Il l'a dit avant la Constitution. Il l'a intégré, donc il peut choisir n'importe qui. Vous voyez? Mais sa base, la base de l'Empire, génétiquement, ce sont ses enfants, petits-enfants, etc., qui l'assurent. Et il y a plus. Et il dit, si jamais une force, là il parle de la force militaire, oui, décide de faire quelque chose contre l'Empire, la Constitution est claire. Le corps militaire ne délibère pas. Donc, vous ne pouvez pas réunir pour discuter de quelque chose. Tu vas te dire non, c'est contraire à l'Empire. La force militaire est obéissante. Donc, la logique, on l'a vu, la logique, on ne peut pas dire que la force militaire peut se rébeller. Le principe de non-contradiction. Non, obéissante. Il a tout fait pour supprimer toutes les possibilités sensibles pour contrarier l'éternité de l'Empire dans le monde sensible. Eh bien, les gens étaient insatisfaits parce qu'ils disent il n'y a aucun moyen, le pays que nous voyons là présentement ne laisse aucun moyen aux autres gens puisque tout est un Dessalines. Comment y entrer l'humanité? Tu ne peux pas. Parce que pour qu'on te choisisse, il faut que tu fasses preuve de monalité. Pendant ce temps, Napoléon a essayé une seconde fois de prendre par surprise Jean-Jacques Dessalines. Eh bien, il a été battu
en 1805 par Dessalines. Et Dessalines dit qu'il en sera toujours ainsi. Il a dit aux gens, méfiez-vous, parce que maintenant l'Europe entre dans un processus de réconciliation. Une fois que la réconciliation européenne, parce qu'ils sont toujours en guerre, sera un fait accompli, eh bien là, ils viendront après nous. Parce qu'il sait que l'Europe ne peut pas accepter la présence d'un empire à vocation monale. Parce que l'humanité, c'est un processus de création, de tout créer. Je ne peux pas l'accepter. Napoléon battu, il n'est pas prêt à renoncer parce que l'homme est une pensée unidirectionnelle. Il ne pense qu'à ce qu'il est, oui, tendance à soumettre les autres. Il ne peut pas renoncer à ça. Y renoncer, c'est renoncer à lui-même. Il ne peut pas. Mais Napoléon ne pouvait pas non plus, puisque c'est un homme. Eh bien là, il va chercher l'aide des hommes de couleur libres, parce que tous n'étaient pas libres. En fait, une partie des hommes de couleur libres, parce qu'il y en avait des libres de couleur qui avaient complètement renoncé à la France. Et le 1er janvier 1804, Dessalines leur a demandé de renoncer complètement à la France. Sinon, vous aurez des problèmes. Il y a une partie irréductible. C'est ce que j'appelle les irréductibles libres. Du côté de ces gens-là, il y avait des noirs, les noirs libres. Ces noirs libres, savez-vous ce qu'ils faisaient? Lorsque Rochambeau allait affronter Dessalines la dernière fois à Vertières, au Cap-Haïtien, Rochambeau, le boucher, Rochambeau, c'est quelqu'un qui tue des noirs pour un rien, et il en tuait. Le boucher des noirs a confié la ville au Cap, la garde de la ville au Cap, à un corps militaire totalement formé par des noirs libres. Si jamais Dessalines ne se rend pas à Vertières, qu'il se rend directement dans la ville du Cap, eh bien, ce corps devait affronter Jean-Jacques Dessalines. C'est avec ces livres que Bonaparte est entré en communication parce qu'il savait qu'il ne voulait pas la présence de Dessalines, il ne voulait pas d'empire ancestral, puisque leurs ancêtres, c'est l'Europe. Ben, là, ils l'ont empoisonné, l'empereur, parce qu'il y en a un de ces livres-là que l'empereur aimait bien, c'est lui qui a reçu l'ordre d'empoisonner l'empereur. Dans le département dirigé par un de ces livres-là, ouais, on a laissé entrer des militaires de Napoléon qui travaillaient avec ces gens-là. Et Dessalines savait qu'il y avait beaucoup de Français qui prenaient une autre nationalité pour pouvoir regagner l'Empire d'Haïti. Il a pris un décret
interdisant cela et il prenait toutes sortes de mesures pour punir des gens qui se feraient complices de cela. Donc, vous voyez que Napoléon en avait envoyé et ils ont travaillé de l'intérieur avec ce groupe de gens pour assassiner l'Empire. Le 17 octobre, dit pour assassiner l'Empire, c'est sûr, parce qu'assassiner Dessalines, c'est assassiner l'Empire, puisque tout, c'est ce qu'il pensait, tout est centré sur Dessalines. Savez-vous une chose? Lorsque Napoléon était exilé sur l'île Sainte-Hélène, il a écrit un livre, Confession, dans lequel il dit que j'avais mal agi à Saint-Domingue. Je n'aurais pas dû utiliser la force pour maintenir la colonie dans le giron français. Il dit là maintenant, ça va bien, je reconnais leur indépendance et nous faisons affaire avec eux. On avait déjà assassiné Dessalines, là. C'était la République. La République est arrivée sur notre territoire par Napoléon Bonaparte et les libres en assassinant l'empereur et aussi en barrant la route à Jacques II pour qu'il ne règne pas. Alors, même si Jacques II était mort, l'impératrice était là parce qu'il avait reçu de l'empereur aussi l'ordre de maintenir l'empire. Et même si Jacques était là et qu'il n'avait pas encore l'âge, c'était toujours le travail de l'impératrice. Parce que c'est une personne, vraiment une, d'après ce qu'on dit dans la Constitution, et cette personne, en fait, les deux jouissaient des mêmes privilèges, si on peut dire ça comme ça, d'éternité pour maintenir l'Empire. L'impératrice va mourir dans la privation la plus totale parce que les gens ont mis la main sur tout. Ce qu'il faut comprendre dans tout ça, le pays qu'on appelle la République d'Haïti n'a rien à voir avec le pays que nos ancêtres ont fondé. Le pays d'Haïti dérive de l'Europe et le pays impérial de nos ancêtres. Il y a une rupture entre les deux. Bon, rupture, c'est peut-être pas un bon mot parce que l'autre n'était pas au moins la matière de l'autre. Non, Dessalines les avait mis de côté. Une chose est sûre, les militaires ne pouvaient pas désobéir parce que c'était illégal. Les militaires ne pouvaient rien faire physiquement contre Dessalines parce qu'on avait pris soin de placer toute action contre l'Empire par le corps militaire dans l'illégalité. La République d'Haïti est arrivée, disons, à pour fondement l'illégalité et l'omalité.
Une fois instituée, la République s'est donné une constitution qui permet aux Blancs européens de revenir. La République s'est donné un code civil, c'est le code de Napoléon, le code qui est en vigueur en France. Vous voyez comment la République est directement reliée à l'Europe. Et la République sous Boyer s'est donné un autre code esclavagiste, c'est-à-dire réduisant les nègres et négresses à l'esclavage. La République a signé avec Charles X, le roi français, un papier disant clairement ce qui est livré à la République d'Haïti, c'est le gouvernement. La République d'Haïti est la partie française de Saint-Domingue. Le papier est clair. Tout le monde peut y avoir accès. Moi-même, j'en ai distribué plusieurs. C'est sûr que tous les partisans de la République cherchent à donner une autre explication à ça. Mais ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Seul le gouvernement est indépendant. Le pays ancestral ne se continue pas dans la République et ne peut pas non plus continuer dans la République. Les origines ne sont pas pareilles, les origines s'opposent. C'est une république au mal vis-à-vis d'un empire monal. Et nous, la famille impériale, la famille physique, j'appelle plutôt la famille impériale, laissant à la famille qu'est la République, la famille impériale. Oui, il y a deux familles. Une qui descend de Dessalines, c'est elle que j'appelle la famille impériale pour se différencier du peuple et de l'empire que Jean-Jacques Dessalines appelle famille. C'est sa famille, donc c'est la famille impériale. Il n'y a rien de plus clair. Pas de continuité. Et la chose était tellement belle, c'est une façon ironique de parler. Et si jamais il y a laideur, c'est bien ce qui s'oppose à la monalité. La laideur indescriptible que représente la République s'est manifestée en plein jour lorsqu'on y a pris une mesure interdisant
à tous et toutes de prononcer le nom de Jean-Jacques Dessalines. Donc c'est clair. Je dis, nous n'avons rien à voir avec Jean-Jacques Dessalines. Et c'est vrai, ils n'ont rien à voir avec Jean-Jacques Dessalines. Napoléon est à la base. Le code de Napoléon, le code civil, c'est la France. La France va perdre ce pays aussi, puisque l'Allemagne, non, Pétion avait invité les Blancs d'Europe à venir. Les Allemands étaient là, les premiers Allemands qui étaient là dans l'esclavagisation avant l'avènement de l'Empire. Ces Allemands-là s'étaient joints à Dessalines. Il y avait près de 5000 Polonais qui étaient dans l'armée française. Puis, lorsqu'ils ont compris la situation, ils ont fait défection, ils sont allés voir Dessalines. Et Dessalines les a reçus, il leur a donné des terres pour pouvoir vivre. Jusqu'à présent, leurs descendants sont encore implantés à Casal. C'est ce coin que Dessalines leur avait donné. C'est Jean-Paul II qui a rendu visite à la République. Et dans son programme, il y avait une rencontre avec les descendants de ces Polonais, puisque lui aussi, il était polonais. Et dans la Constitution, Dessalines a pris soin de nommer ces Allemands, de nommer ces Polonais et même les autres Français qui s'étaient joints à lui. On ne veut rien savoir de Dessalines. Et oui, je suis d'accord avec ça, qu'on ne veut rien savoir de Dessalines parce qu'il n'a rien à voir non plus avec ça. Comment la République s'est-elle permise de nommer le nom de Dessalines? On le voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque les gens qui étaient mis à l'écart, les négresses et nègres, tout, à la naissance de la République, ont appris que Boyer avait signé avec la France la reprise de la colonie. Et ces gens-là, armés de toutes sortes d'outils de travail, descendaient des Marnes pour aller empoigner Boyer. Dans la République, Boyer avait des ennemis républicains aussi, des gens qui ont participé au et à l'assassinat. Alors, ces gens, une partie de ces gens et aussi une partie des Noirs libres sont allés rencontrer ce peuple impérial. Et Boyer a assassiné plusieurs autres militaires qui lui ont tendu des pièges là, pour dire que non, ici, c'est pas la France. Il les a tous assassinés. Parce qu'il mettait des espions partout. À chaque fois qu'il y avait des réunions, il était là. Parce qu'il y avait des espions partout. Ce qui est arrivé, ces gens lui ont dit, oh non, c'est encore le même pays, etc. Nous allons tout faire pour que tout reste comme Jean-Jacques Dessalines l'a voulu. Là, c'était mal pris.
Rivière Hérard, qui allait remplacer Boyer, il sera le 3e président, a fait un discours, a dit que c'est Dessalines, la ligne à suivre. C'est comme ça. Le nom Dessalines est prononcé pour la première fois dans la République. Parce qu'ils voyaient qu'ils allaient tout perdre. Mais c'était seulement nominalement. Lorsque le peuple voit que Rivière-Hérard ne fait rien toujours, et puis ils l'ont renversé. Il y a Pirault qui est arrivé et Pirault a dit ben, on va maintenir le nom de Dessalines. Pirault, c'était un adversaire parce qu'il était dans le royaume de Christophe. Il était prince. Ben, on a organisé des cérémonies à droite et à gauche pour Dessalines et tout. Mais il y a quelqu'un qui a fait une déclaration qui a dit que toutes ces mesures ne sont pas inscrites dans la loi de la République. Le livre ne comprend aucune de ces mesures. Vous voyez le bluff de la République. La République est et demeure fidèle à elle-même, un lot d'assassins. Et leur vocation, c'est aussi d'assassiner le peuple impérial qui se met encore debout aujourd'hui pour en finir. On voit encore aujourd'hui des gens de ces républicains malades qui tentent de prendre la tête du mouvement pour dire aux gens, oui, nous allons changer votre situation. Ce sont ceux qui règnent présentement, là, ceux qui font ça mal. Mais oui, ça fait 214 ans. 214 ans. Il faut être idiot au bout pour dire une telle bêtise et aussi pour y croire. C'est la mort des nègres et négresses, le lieu de tourment. C'est la tombe des négresses et nègres, la République, et qui fait tout pour opacifier l'Empire. Heureusement, je suis un membre de la famille impériale. Il y a toujours quelqu'un qui prend la responsabilité de maintenir cette présence impériale. Moi, tout jeune, je me souviens, lorsque mon cousin, qui lui aussi membre de la famille impériale, le prince Joseph Dessalines d'Orléans, a essayé de m'initier à cette défense. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait, mais à mesure que je grandissais, je voyais la responsabilité. Et bien là, je me suis dit, oh, nos aînés ont bien fait de toujours maintenir la présence impériale, mais on ne peut pas se limiter à cela. L'Empire est éternel, il est là. Il lui faut son administration. Il lui faut chasser la République. La monalité doit triompher et elle triomphera. Le livre 6, c'est l'histoire, notre histoire, l'histoire de l'Empire, et y est exposée l'administration impériale. Merci. Êtes-vous là?
Oui, 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 définitivement. Je vous ai peut-être assommé sans le vouloir. Non, mais Non, 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 Frère non, non, Sikora, Robert. Oui. Frère Un instant, Weber, ok. un instant, un instant. On va mettre de l'ordre. Merci, frère Sikora. Merci beaucoup. De Merci. rien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Joue avec. Merci aussi. Maintenant, c'est la période J'ai une question. questions, réactions, commentaires. Mais avant, il y a un point important que je voulais juste vous relire. Le frère Weber Sikora nous a parlé dans sa présentation. Il a dit écoutez ce que les gens disent et ensuite créer l'espace pour l'accomplir. Pourquoi je cite cette phrase-là? C'est parce que si les gens disent rien, il sera difficile de créer l'espace pour accomplir ce qu'ils n'ont pas dit. Alors maintenant, voici l'espace pour vos questions, commentaires et réactions. Le presse est là pour vous écouter et vous répondre. Ok. OK, ben après, là, j'aurais 2 questions. Non, vas-y, Florizia, Non, vas-y. non, non, Vas-y, Florizia, vas-y. Moi, c'est beaucoup plus complexe. Vas-y, les femmes d'aborder. c'est bon. Excusez-moi. Enfin, je vous vois. Prince. Oui, Prince. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu des descendants de Dessalines. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils font présentement? Je sais que, comme vous avez dit, il doit toujours en avoir un qui tient le flambeau. Mais à un moment donné, vous avez dit qu'on ne pouvait même pas prononcer le nom de Dessalines. Est-ce qu'on les avait chassés? Est-ce qu'on les persécutait? Juste nous parler un peu plus de la famille, de vous, là, de tout ça, si vous nous en parlez un peu. Puis ma deuxième question, ça sera au niveau de la dette d'Haïti. À partir de quand la France a sûrement demandé que Haïti paye? Pouvez-vous nous parler de qu'est-ce qui entoure la dette? Comment Haïti a contracté cette dette-là? Puis, en tout cas, c'est mes 2 questions. Merci. Alors, très bien. Premièrement, la famille impériale, après le coup, était restée dans la capitale impériale, ville Dessalines. C'est une ville que le général Dessalines a fondée lui-même. La ville s'appelle Dessalines. Donc, rien de plus. Pourquoi je dis cela? Parce que les historiens ont tenté d'intégrer le nom d'un Français marchand. Ils veulent changer le nom en marchand Dessalines, c'est ce qu'on a vu. Même dans les décrets sont signés Dessalines, et quand ils parlent des décrets, eh bien, ça a été fait à marchand. Vous voyez? Donc, petit à petit, ils essayent d'entraîner les gens à un autre nom de la ville. Tout ça pour bannir Jean-Jacques Dessalines, mais malheureusement, ça a marché. Il y a des gens qui disent carrément marchand, d'autres qui disent marchand Dessalines, mais ce qui est sûr, même si légalement, on garde toujours le nom de Dessalines. Ce n'est pas un nom qui est associé. Dessalines, mais la population, pour une raison ou pour une autre, n'a pas compris le jeu. Il y a malheureusement, la ville de Dessalines est située dans l'Artibonite, et l'Artibonite faisait partie du royaume de Christophe, parce que vous savez, lorsqu'on allait assassiner Dessalines, lorsqu'on allait l'empoisonner, le truc de Pont-Rouge, là, il ne faut pas marcher dans ça, on a demandé à Christophe de se rallier. Et pour obtenir le ralliement de Christophe, on lui a proposé la chefferie. Pourquoi Christophe? Parce que ce n'est pas un gros guerrier, là. Ben, c'est parce que Dessalines venait tout juste de le nommer chef de l'armée. Alors, si le chef de l'armée n'est pas dans le coup, ça peut mal tourner. Il peut mobiliser l'armée et
contre-attaquer, mais il est dans le coup, donc il n'y aura pas de contre-attaque. Au contraire, Christophe va tendre des embuscades à tous les gros chefs, les gros militaires, là, c'est-à-dire des gens qui ont fait leurs preuves pendant la résistance et pendant la guerre, la contre-guerre qui débouchait sur l'événement du pays, on les a assassinés. Eh bien, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe? Pourquoi Christophe avait une partie? Eh bien, une fois que l'assassinat a eu lieu, on n'en avait plus besoin de Christophe. Et Christophe a constaté l'échec. Eh bien, il marchait contre Pétion. Puis le pays est divisé en deux. L'Artibonite faisait partie du royaume de Christophe. Donc, tout ça, c'est de faux pays parce qu'il n'y a pas de base légale. Tout simplement, la base, c'est des bandits. C'est le banditisme. Puisque l'Artibonite se trouvait dans cette partie-là, mais les enfants étaient là, l'impératrice était là. L'impératrice était déjà une amie de l'épouse de Christophe. Christophe a osé écrire à l'impératrice pour venir passer quelques jours parce qu'il savait que le choc était dur, etc. etc. Vous voyez, la ruse au mal. Eh bien, à un certain moment donné, puisque les gens n'avaient pratiquement rien, la famille de Dessalines n'avait rien. C'est pas comme de ces chefs-là qui ont la poche remplie. Très vite, la misère. Il y en a parmi les enfants qui sont partis. On sait qu'il y en a qui sont allés en Jamaïque et il y en a qui sont allés dans d'autres coins. L'impératrice elle-même, à un certain moment donné, a quitté la capitale pour aller à Saint-Marc. Elle vivait déjà à Saint-Marc avant. Elle avait déjà sa maison, etc. Et juste avant sa mort, à 98 ans, elle s'est rendue au Gonaïves chez sa petite fille, puisque la fille aînée de Jean-Jacques Dessalines a eu une enfant. Cet enfant habitait au Gonaïves et c'est chez elle que l'impératrice est décédée. Mais la princesse Célimène, la mère de l'enfant, continuait à vivre à Dessalines. Il y avait le prince Innocent qui était là, un autre enfant. Il y avait Suprême, c'est le dernier enfant de Dessalines qui avait peut-être soit 4 ans ou 2 ans, je ne me souviens plus, lorsqu'on a assassiné l'empereur. Il y en a qui sont allés au Cap aussi, mais ils ne soupçonnaient pas Christophe comme membre de l'assassinat. Eh bien, à Dessalines même, il y a 3 générations de Dessalines, c'est-à-dire les 3 enfants qui étaient restés là. Prince Suprême, Prince Innocent et la princesse Célimène, qui a eu une deuxième enfant, princesse Eugénia Dessalines. Et princesse Eugénia Dessalines a eu pour compagne d'Orléans Charles. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas donné le nom de Charles aux enfants. On a donné le nom, en fait son prénom, d'Orléans.
Un de ses enfants, c'est le prince Petit-Phare Dessalines d'Orléans. Dessalines pour le nom de sa mère et puis d'Orléans pour le nom que le père a choisi, est le père de ma grand-mère. Et bon, ma grand-mère, la mère de ma mère et ma mère à moi. Donc, je descends directement de Eugénia Dessalines, qui est la fille de la princesse Célimène. Il y en a beaucoup qui sont en France, qui sont ici au Canada, des enfants de la descendance de la princesse Célimène. Je ne suis pas le seul d'Orléans, seul Dessalines d'Orléans, ici au Canada. Il y en a d'autres. Il y en a même plusieurs. Hein. Et le prince innocent aussi a beaucoup de ses descendants ici, aux États-Unis, en Haïti. Donc, c'est un peu dispersé à droite et à gauche. Et voilà, pour la famille, les autres, je ne les connais pas. Il faudrait qu'ils se manifestent parce que le principal, on a vu que l'empereur a reconnu les enfants de Dessalines et Dessalines a eu recours à Jacques Dessalines, son fils, pour maintenir l'empire dans le monde sensible parce que Dessalines n'avait pas tellement confiance aux gens qui l'entouraient. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais c'était ça le but, là. La reconnaissance des enfants de Dessalines par l'empereur. C'est comme une sorte de pépinière, là. Ces enfants sont là, oui, et on peut toujours recourir à ces enfants pour le maintien de l'empire. Alors, c'est ça. Pour ce qui est de la dette, les gens parlent souvent de la dette. Et la dette, ce n'est pas une dette. Haïti ne doit rien à la France. Pétion, pour permettre à la France de récupérer tout l'argent qu'elle a perdu pendant le règne de Dessalines, a fait une offre à la France. Ce n'est pas une dette. La France n'avait rien demandé, là. C'est Pétion qui a fait une dette. Mais là, maintenant, la France était toute contente. Et il s'agissait de trouver maintenant premièrement le montant d'argent et la capacité de payer aussi de la République et les modalités comment on pourrait dire ça, les modalités de s'acquitter de ce montant. On a dit qu'on allait dédommager les colons pour avoir tout perdu. Alors, vous voyez, là, ça c'est la République. La République reconnaît que les colons avaient tout perdu par cette, peut-être dans leur tête, intrusion négro-géléphréenne. Vous voyez? Donc, on va récompenser la France. Qu'est-ce qui est arrivé? Charles X, donc Napoléon n'a pas eu le temps de le faire. Napoléon avait dit qu'il y avait un projet pour Haïti et qu'il voulait quelqu'un de fiable pour l'accomplir. Mais ça n'avait pas marché. Napoléon, puisque le bandit qui attaquait tout le monde, finalement, était tombé dans d'autres pièges et puis il a été emprisonné, etc., etc. Des guerres ont suivi un peu après en Europe, tout. On n'a pas pu accomplir cette partie de la République. Lorsque Charles X est arrivé, eh bien, c'est lui qui allait trouver un moyen. Et c'est lui qui est arrivé avec le papier
pour dire que nous reconnaîtrons votre indépendance, l'indépendance du gouvernement, à la condition que les Européens puissent venir ici et aussi un certain montant d'argent. Et il a dit l'indépendance, c'est l'indépendance du gouvernement. C'est ça que Jean-Pierre Boyer, celui qui a remplacé Pétion n'avait pas pu, a signé. Jean-Pierre Boyer a signé que seul le gouvernement est indépendant. Et dans le papier qu'il a signé, on ne dit pas, je ne me souviens pas d'avoir lu Haïti, République d'Haïti, mais la partie française de Saint-Domingue. En principe, on aurait pu dire, mais si nous sommes la République d'Haïti, nous ne devons rien à la France, puisque sur le papier, il est dit la partie française de Saint-Domingue. Les gens qui parlent de dette, là, ils parlent de dette de la partie française de Saint-Domingue, ce que Boyer avait signé. Et lorsque les gens des Mônes sont descendus pour venir renverser Boyer, si on a appris cela, eh bien, la France a délégué quelqu'un d'autre pour dire, nous voyons que les Haïtiens tiennent à leur indépendance. Bon, nous allons reconnaître leur indépendance et puis nous allons signer une entente sur l'économie pour la dette. Donc, c'est devenu une dette parce qu'on l'avait promis, ce montant d'argent-là. Et ce que la France a fait, ne sachant que la République d'Haïti ne possédait rien à cette époque-là, elle dit, ne vous en faites pas, je vais vous passer de l'argent pour que vous puissiez me payer. Voyez le jeu? Et en acceptant de recevoir de l'argent de la France pour payer la dette, eh bien, la France obtient la direction de l'économie de la République. Vous voyez le jeu? Tout était bien planifié pour que la présence française, la reprise par la France de je ne sais pas quoi, puisque l'Empire est éternel, vous voyez? On a tout fait pour camoufler cela. C'est pendant que la France dirigeait l'économie que Boyer a publié son code rural, c'est-à-dire la remise en esclavage. Alors voilà, ils vont parler de la dette, mais jamais de la dépendance. Les gens qui écrivent maintenant, là, ils vont parler de la dette d'Haïti envers la France. Mais ils ne parlent pas. Non, ils ne parlent pas de l'autre partie du papier, qui est une des conditions. Vous voyez? La dépendance haïtienne vis-à-vis de la France. Et ils ne parlèrent pas de la partie française. Nous avons affaire à des libres, des irréductibles libres, des représentants. Là, présentement, n'importe quel, je ne sais pas moi, ambassadeur peut se présenter au Parlement pour dire que non, j'aime pas la façon dont ça marche, etc., etc. Ce n'est pas un pays, la République, c'est une colonie. Et c'est ce que Napoléon a dit. J'ai quelque chose à vous dire au sujet de cette colonie.
c'est en 1816 que Napoléon a écrit ses confessions. Vous voyez, c'est pas l'Empire, c'est notre ennemi. Fait que c'est terrible. Donc, Oui. excusez-moi. Donc, ce qui veut dire on a payé notre part, mais eux, ils n'ont pas fait leur part. Ils ne nous ont pas reconnu. La France n'a pas reconnu notre indépendance. Mais nous, on leur a payé qu'est-ce qu'on leur avait promis. Ah, oui. Est-ce qu'il y a un nous et eux? Puisque d'après ce que je viens de dire, là, que ce bloc de gens qui se disent un pays est enraciné dans la France. Oui. Ils ont payé. Que la France ait reconnu leur indépendance ou pas, de toute façon, la France n'a plus la même force qu'avant. Ce pays que la France a fait avec l'aide des libres était passé d'abord économiquement sous la puissance de l'Allemagne. Avec la guerre, les États-Unis ne voulaient pas que l'Allemagne s'installe en Haïti pour mener sa guerre. Les États-Unis ont envahi le pays. Donc, vous voyez, la question de l'indépendance, est-ce que c'est indépendant ou pas, ce n'est plus d'actualité parce qu'il y a trop de maîtres. Que la France reconnaisse l'indépendance, ça ne change rien puisque c'est les États-Unis et le Canada y a trouvé sa part, qui marche avec les États-Unis. Le Canada, je dois le dire, là, qui s'était opposé à l'Empire d'Haïti, maintenant est un ami de la République d'Haïti. Vous voyez, que ce soit indépendant ou pas, c'est un mot vide. Ça ne représente rien du tout. À chaque fois qu'ils discutent de quelque chose, ils envoient quelqu'un à Washington. Merci. De rien. Merci, frère Weber. On va prendre un dernier, soit un commentaire, une question avant de clore parce qu'il il va être 21h et comme vous le savez, on a déjà dépassé le temps big time. Rappelez-vous que comme le prince a dit, l'empire de la liberté est indépendant de toute puissance. Donc, il n'y a pas de question de reconnaissance par autre personne. Ça ne change rien à l'équation. Donc, la France, elle, a reconnu l'indépendance de ce petit groupe qu'on appelle la République, qui n'inclut pas le nous. Si j'ai bien compris qu'est-ce que frère Weber a dit. C'est ça. Si on parle de nous, on est en train de être Mounal, nous. Ubuntu, la France n'a pas reconnu ça. Elle a reconnu ceux qui étaient à la tête de cette République. C'est ce que j'ai compris, moi, de ce que frère Weber a dit. Oui, c'est ça. Il y a la République qui marche avec la France et en face, l'Empire. L'Empire est exact. OK, mais qui mène l'Empire au juste? Pardon? Présentement, oui, il y a l'Empire, mais l'Empire, il fait quoi là-dedans? Parce que en tant que tel, c'est la République qui a le contrôle. Du territoire, ouais. Oui, du territoire, oui. Oui. Premièrement, le territoire n'est pas la République et la République a le contrôle du territoire, mais la République, comme je dis, ce n'est pas l'Empire, donc elle n'est pas chez elle. L'Empire, qu'est-ce qu'on fait? Pendant longtemps, les gens étaient limités à maintenir cette présence impériale. Il y en a toujours qui en parlaient à droite et à gauche, qui louaient l'Empire, etc., etc. Alors là, je dis, depuis que moi, je suis arrivé à ce poste-là, eh bien, nous avons
passer à une autre étape qui est le rétablissement de l'Empire. C'est en 2016. Et c'est publié aussi dans le tome 6 que désormais l'administration impériale est rétablie et voici le programme conformément à ce que les ancêtres ont décidé. Il reste maintenant à foutre dehors la République. Et donc, ça revient à nous autres de le faire. Ah, ben oui, ah oui, je le dis aussi, je suis content que tu aies mentionné cela. J'ai dit, écoutez, les gens, la famille impériale, voyez, a déjà tout fait. Voyez, on a combattu, on a gagné, on a été assassiné, etc. On a rétabli l'administration, mais ce qui reste à faire, c'est votre part à vous. Puisque c'est pour vous l'administration. C'est de reprendre tous vos biens, comme nos mines présentement qui sont exploitées par le Canada, par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne. Vous voyez, pendant ce temps, les gens, le peuple impérial, crève. On ne peut pas accepter cela. C'est inacceptable. La République partira. C'est aussi simple que ça, pour que les gens reprennent leur pays. Ils décideront, c'est ce qui est dit dans le tome 6, on va se réunir en sécu. L'administration comprend 3 paliers. Le Principat, c'est la famille impériale avec d'autres gens qui sont là pour analyser tout ce qui se fait, tout. Et puis, il y a la direction générale, la DG. C'est la direction générale qui travaille sur ce que le peuple désire. Comment peut-on savoir ce que le peuple désire? Est-ce que c'est une situation politique? Non, ce n'est pas une situation politique. Il y a des sécu, c'est des comités de quartier, et ces comités de quartier peuvent être composés de 1000, en fait 500 ou bien 1000 personnes, afin que les gens puissent dire leurs préoccupations, et ce sont ces préoccupations qui seront acheminées à la direction générale pour coordination, vous voyez, ce qui peut se faire tout de suite, ce qui il peut attendre, etc. Et pendant ce temps, pas pendant ce temps, tout de suite après, la direction générale achemine tout cela au Principat. Puis là, il y a plein de gens, et aussi les membres de la famille impériale et le prince régnant. On ne dit pas l'empereur, mais c'est un empereur. Mais pour pouvoir garder le nom de Dessalines comme seul empereur, on dit que le prince empereur s'appelle tout simplement prince, le prince. Si c'est une fille, c'est la princesse. C'est aussi simple que ça. Sa Majesté la princesse, Sa Majesté le prince. Alors, le Principat analyse ce que la direction générale vient de faire pour voir si tout est conforme à la pensée monale, à la pensée impériale. Et puis après, il dit, c'est OK si c'est conforme. Si ce n'est pas conforme, eh bien, ils reprennent la partie qu'on considère comme impropre à une collectivité monale. On travaille là-dessus et puis on retourne à la direction générale et aussi au comité de quartier pour dire voici ce qui a été fait. Et s'ils disent que c'est conforme
à nous, on est d'accord avec ça, puis bang, la direction générale l'exécute. C'est de cette façon qu'on va faire fonctionner le pays. On reprendra toutes les ressources restantes pour les distribuer aux gens, ce qui ne veut pas dire que les gens vont les exploiter là, de façon singulière. Non, c'est à eux. Maintenant, là, on va nommer des comités pour l'exploitation de ces ressources-là. Tout l'argent que ça rapporte sera versé aux gens et les gens, il n'y aura pas d'argent là qui sera pris à la source comme on voit là ici. Non, 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 non. On distribue cet argent-là aux gens et c'est les gens eux-mêmes qui vont décider combien ils vont donner à la direction générale pour le fonctionnement de l'Empire. On ne gouvernera pas. C'est une gestion combiale. C'est aussi simple que ça. C'est à lire effectivement là, le tome 6 là, pour voir. Je n'ai pas détaillé, il y a une raison en particulière à ça, parce que s'il y avait trop d'informations, on s'y perdrait. Mais vraiment, là, c'est succinct que les gens puissent voir que le rétablissement de l'administration impériale, ce n'est pas un gouvernement politique, c'est une instance, voyez, qui se charge de veiller à l'intérêt de la masse et que c'est la masse qui va travailler pour ses intérêts. Puisque chacune va avoir une activité à mener. C'est le rôle de la DG de trouver une activité par tête de gens. Si jamais il y a déjà une entreprise et que le ou la propriétaire de cette entreprise décide de rester dans l'Empire, là, il ou elle sait que 50% au moins du chiffre d'affaires de l'entreprise sera confié, non, remis à la direction générale pour la distribution. Il se peut que ce soit des gens qui travaillaient pour cette entreprise-là, voyez, qui reçoivent ces 50, cette part. Ils deviennent aussi propriétaires parce que l'esclave, on n'oublie jamais ça, est un bien de l'action, c'est-à-dire consacré au travail manuel à l'avantage des maîtres. Il n'y en aura pas de gens qui travailleront pour des gens dans la nouvelle administration impériale. Les gens travailleraient pour le collectif ou la collectivité en passant par eux-mêmes. Vous voyez, je vais produire pour la collectivité. Donc, ce que ça rapporte à moi et à la collectivité. Il y a une échelle à atteindre, là, ça peut être 15 millions. Après 15 millions, ben, tu ne reçois plus d'argent de l'administration. Tu as suffisamment d'argent pour vivre. Et pour t'organiser aussi, quelqu'un d'autre, là, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui ne recevait pas en plein son activité, ben, c'est un succès, vous voyez? C'est comme ça. Mais si jamais la capacité corbique de l'Empire augmente, les gens produisent, là on va dire que ben, on va monter le 15 millions
peut-être à 30. Oui.